Oui. Parfait. Donc, je suis, comme vous avez dit, Giorgio Mosangi. Je représente MedWaves. MedWaves, c'est un centre de coopération internationale qui travaille surtout dans la région de la Méditerranée, dans l'appui aux différents pays de la Méditerranée pour la transition vers la consommation et la production durable et l'économie circulaire. Et on a un mandat de tous les pays de la Méditerranée et de la Commission européenne dans le cadre de la Convention de Barcelone, qui est un traité international pour la protection de l'environnement dans la Méditerranée. Et aussi la Convention de Barcelone, le secrétariat dépend du programme des Nations Unies pour l'environnement. Ça, c'est le cadre dans lequel on travaille. Donc aujourd'hui, on allait partager un peu surtout quel est le rôle des entreprises, des nouvelles entreprises et des entreprises existantes dans la transition vers l'économie circulaire et comment elles peuvent contribuer à cette transition vers la durabilité et l'économie circulaire. Juste comme introduction très rapide, qu'est-ce que l'on entend par économie circulaire? L'économie circulaire, bon, c'est un des concepts qui a évolué à partir de tous les concepts de durabilité qui se sont suivis au cours des années, qui se centrent surtout sur la critique des limites de nos modèles économiques dans leur état comme modèle linéaire, non? Parce que tous nos systèmes économiques sont basés sur une logique d'extraire des ressources limitées, fabriquer des produits, consommer des produits et finalement jeter ces ressources, non? Et ce processus aussi, évidemment, génère des déchets et des émissions tout au long du cycle de vie de ces produits ou des services, non? Donc, l'économie circulaire essaye de mettre l'accent sur le changement de cette logique pour arriver à un modèle qui soit pas linéaire, mais qui soit circulaire dans le sens qu'il puisse euh, garantir que ces ressources ne soient pas jetées, non, de façon systématique par les modèles économiques. Donc, il y a trois principes essentiels dans l'idée d'économie circulaire. C'est d'éliminer les déchets et la pollution. Éliminer les déchets dans le sens aussi conceptuel, disons, de concevoir les ressources comme des éléments qui ont une valeur ajoutée qui doit être maintenue. Donc, éliminer les déchets dans le sens d'éliminer le concept de déchets et éliminer la pollution au niveau de toutes les émissions qui peuvent être attribuées au processus de production, etc. Le deuxième principe qui est lié à l'élimination des déchets comme concept, c'est de maintenir les produits et les matériaux en usage dans le cycle productif. Non? Une fois qu'on a extrait les ressources pour fabriquer des produits, pouvoir les utiliser, les réutiliser de la façon la plus longue possible et les maintenir dans les processus de production. Et finalement, un troisième principe est lié à la régénération des systèmes naturels. C'est-à-dire que l'économie circulaire se conçoit sur deux cycles, non? Deux boucles qui doivent être closes et qui doivent être durables. D'un côté, non, sur l'image, on voit à droite, disons, la boucle des techniques, disons, qui est liée à notre système économique, à la production des biens de consommation, etc., aux industries, tout ce qui est la partie, disons, artificielle, non, humaine et technologique qui est liée à l'économie. Et du côté gauche, on a les cycles naturels, non? Donc, l'économie circulaire tient en compte aussi le fait que tout processus productif doit garantir que les écosystèmes puissent fonctionner de la façon naturelle dans laquelle elles le font et que notre activité économique ne va pas avoir un impact sur ces cycles naturels. Donc, il y a ces deux cercles, disons, de l'économie circulaire, non? La partie productive, la partie technique et technologique de nos processus productifs et les écosystèmes naturels qui euh, remplissent des fonctions, non? Et des services naturels qui sont
essentiel pour maintenir aussi nos modèles productifs et techniques. Après, au niveau des entreprises, l'acteur, disons, l'agent qui peut contribuer à cette économie circulaire, à la transition vers une économie circulaire, c'est une entreprise durable. Non, les entreprises durables. Qu'est-ce que c'est une entreprise durable? C'est une entreprise qui non seulement crée de la valeur économique, mais qui crée aussi de la valeur ajoutée au niveau environnemental et social. Au niveau environnemental, soit parce qu'elle répond directement à un défi environnemental, soit parce qu'elle réduit de façon systématique ses impacts sur l'environnement et elle apporte aussi de la valeur ajoutée au niveau social, non? Parce qu'elle est responsable dans la manière dans laquelle elle opère et elle répond à des besoins sociaux. Et donc, c'est des entreprises qui répondent au triple bilan, non? Elles créent de la valeur économique, sociale et écologique. En comprenant surtout ce triple bilan d'une façon non pas comme trois sphères indépendantes qui se touchent à un certain moment, sinon de rendre à la sphère environnementale son caractère prééminent, non? Parce que les modèles économiques, notre système économique est seulement un sous-système de la société et la société, à son tour, est un sous-système de la nature, de l'environnement. Donc, avec comprendre cette logique dès le moment où on développe notre modèle d'affaires. Donc, une entreprise durable, c'est une entreprise qui va avoir non seulement des objectifs économiques, mais aussi des objectifs et une mission environnementale et sociale. Et elle va prendre en compte des parties prenantes et des acteurs, non seulement dans la logique économique, donc des clients ou d'autres parties prenantes nécessaires pour son modèle d'affaires, mais aussi dans les dimensions environnementales et sociales. Si on se centre sur la partie de durabilité et d'économie circulaire, comment les entreprises, surtout une nouvelle entreprise, quand elle développe son modèle d'affaires, peut-elle contribuer à créer de la valeur environnementale et à la transition vers l'économie circulaire, des modèles d'économie circulaire? Il y a essentiellement deux approches de notre côté qu'on travaille avec les entrepreneurs, avec les entreprises. D'un côté, l'éco-innovation et d'un autre, l'éco-conception. L'éco-innovation consiste simplement à faire les choses différemment, non? Donc pouvoir faire les choses, non? L'innovation, c'est trouver des nouvelles manières de faire, de donner une réponse à un besoin ou de faire les choses qui soient plus performantes au niveau environnemental. L'éco-conception, c'est l'analyse du cycle de vie des produits et des services de façon systématique qui va nous permettre de réduire au minimum tous les impacts sur l'environnement. L'éco-conception, par exemple, est un des outils essentiels dans le cadre de toute la régulation de la Commission européenne du plan d'action d'économie circulaire. La régulation, une des régulations les plus importantes, se centre sur l'éco-conception, non? Pour garantir que les entreprises appliquent de façon systématique et obligatoire toutes les outils d'éco-conception. Et cela va être reflété dans toutes les régulations nationales dans les années à venir. Si on commence avec l'idée d'éco-innovation, je voulais juste partager quelques éléments à cet égard. Donc, comme je disais, et vous le savez déjà, non, innovation, c'est-à-dire avoir des nouvelles façon de faire les choses, non? Une alternative. Donc, si on parle d'éco-innovation, c'est une alternative qui est plus intéressante du point de vue environnemental, non? Ou qui va créer directement de la valeur environnementale. On différencie en travaillant avec les entreprises et les entrepreneurs normalement à trois niveaux d'éco-innovation qui vont nous permettre un peu de comprendre les différents degrés d'ambition qu'on peut avoir en mettant en œuvre des pratiques et des stratégies d'économie circulaire. D'un côté, on va avoir des phénomènes d'éco-innovation au niveau des procédés, au niveau des produits ou bien au niveau des systèmes. Au niveau des procédés, l'éco-innovation va se produire quand on arrive à faire les mêmes choses d'une façon plus efficiente, disons. Donc, on va, par exemple, produire le même bien de consommation, la même solution technologique,
mais avec des processus et des technologies de production qui vont nous permettre, par exemple, d'économiser des matériaux, d'économiser de l'énergie, de réduire les déchets ou les émissions, etc. Par exemple, on peut fabriquer exactement la même voiture, mais en utilisant moins de matières premières et d'énergie, en produisant moins de déchets. Beaucoup plus intéressant au niveau de la performance environnementale sont les processus d'éco-innovation au niveau du produit. Parce que l'éco-innovation au niveau des procédés va se limiter à une augmentation de l'efficience, non? L'efficience matérielle ou énergétique. Par contre, on peut imaginer un produit alternatif qui va avoir en soi des performances environnementales qui sont accrues par rapport au, au produit original. Par exemple, avec le même exemple de la voiture, on peut passer d'une voiture conventionnelle à une voiture électrique. Donc, on n'est pas en train de produire le même produit, mais on est en train de créer un produit qui a une performance environnementale qui est plus intéressante. C'est un peu la transition qui est en train de se jouer maintenant, non, vers les voitures électriques. Ce qui a aussi beaucoup de limites, non? L'éco-innovation au niveau des produits n'est pas suffisante non plus si on tient en compte la gravité, disons, des défis environnementaux auxquels on fait face au niveau global, non? Changement climatique, perte de biodiversité, pollution, etc. Et la voiture électrique, par exemple, pose beaucoup de doutes, non? Sur le fait que ça puisse vraiment être une solution au niveau environnemental. On n'a pas le temps d'insister sur ces questions, mais comme vous le savez, par exemple, l'impact environnemental des voitures électriques va dépendre par exemple, de la source de cette électricité. Si on peut garantir que cette électricité est produite avec des énergies renouvelables, on va avoir un impact environnemental qui est plus intéressant que celui d'une voiture conventionnelle. Si par contre, on va produire cette électricité avec du charbon, par exemple, euh, l'analyse du cycle de vie et de tous les impacts commence à être beaucoup plus compliquée, non? Et face aux défis environnementaux que je mentionnais, on doit atteindre des degrés d'éco-innovation pour vraiment avoir une transition vers une économie circulaire au niveau des systèmes, au niveau du système qui doit changer sa logique à travers des processus d'éco-innovation. Qu'est-ce que c'est une éco-innovation au niveau des systèmes? C'est une transformation de toute la chaîne de valeur et aussi normalement associée à des changements dans les modèles de consommation. Donc, euh, ce type d'éco-innovation ne dépend pas seulement d'une entreprise, va au-delà de ce qu'une entreprise elle seule peut contrôler. Mais une entreprise ou plusieurs entreprises dans un secteur peuvent générer des changements qui vont transformer toute la chaîne de valeur, non? Et la façon dont on répond à un besoin dans cette chaîne de valeur. Ce qui va généralement aussi demander un changement dans les modes de consommation des citoyens et des clients. Par exemple, au lieu d'essayer de vendre des voitures conventionnelles ou des voitures électriques, comme entreprise, je peux centrer mon modèle d'affaires sur le besoin des clients, qui est les clients n'ont pas un besoin d'avoir une voiture, ils ont besoin de couvrir leurs besoins de mobilité. Et ça, ce besoin de mobilité peut être couvert avec différentes solutions. Donc, on peut éco-innover, par exemple, en offrant un système de covoiturage de voitures électriques, non? Donc, on va avoir beaucoup moins de voitures électriques qui sont partagées par un grand nombre de personnes, d'usagers, ce qui va réduire de façon significative l'impact environnemental. Ou je peux offrir des services de systèmes de partage de vélos ou de trottinettes électriques, etc., couplés avec des systèmes de transport public qui puissent fonctionner et couvrir de façon efficace les besoins de mobilité de la société. Donc, ce type d'innovation, d'éco-innovation est le type d'éco-innovation qui va être suffisamment ambitieux pour répondre aux défis environnementaux
auxquelles font face nos sociétés et va transformer de façon progressive la façon dont on couvre un besoin déterminé. L'autre grande approche que les entreprises euh, peuvent mettre en place pour transiter, disons, vers l'économie circulaire, c'est donc l'éco-conception. L'éco-conception est probablement l'outil le plus important. C'est pour ça, par exemple, que, comme je vous disais, il est au centre de quand les systèmes de régulation et de législation essayent de concrétiser comment arriver à l'économie circulaire, l'éco-conception est un élément incontournable, non? Qu'est-ce que l'on entend par éco-conception? L'éco-conception consiste en une analyse du cycle de vie d'un produit ou un service pour pouvoir identifier tous les potentiels impacts sur l'environnement que notre produit va avoir au cours de son cycle de vie, non? Donc, on va analyser l'étape des matériaux et des ressources qui sont nécessaires pour la production d'un produit, par exemple, la phase de production elle-même, donc du produit, la phase de distribution et de packaging, non? La phase où déjà le produit est entre les mains des consommateurs, donc est responsabilité des consommateurs, et finalement la fin de vie de ce produit. Qu'est-ce qui se passe avec ce produit quand il n'est plus utile pour un consommateur? Qu'est-ce qui se passe avec le produit et les ressources qu'il contient? Quels impacts environnementaux il va avoir? Donc, on va essayer de faire cette analyse d'une façon systématique et dans toutes les phases, analyser nos impacts environnementaux négatifs du produit ou du service et développer des stratégies qui vont nous permettre d'améliorer cette performance environnementale. On peut jeter un coup d'œil rapide à chacune des phases du cycle de vie d'un produit. Si on analyse les matériaux et les ressources, par exemple, je vais devoir, je peux mettre en place différentes stratégies, non, pour améliorer ma performance environnementale. Je peux réduire la quantité des matériaux, ce qui va diminuer mon impact. Je peux choisir des matériaux qui soient recyclés et qui soient recyclables, non, pour que mon produit arrive à la fin de vie. Et surtout, je peux choisir des matériaux idéalement qui soient renouvelables ou biodégradables, non? Encore mieux que recyclés ou recyclables, je vais avoir des matériaux qui n'ont pas d'impact quand on voyait non, les deux cycles de l'économie circulaire. Si on utilise des ressources renouvelables ou biodégradables, on va garantir que dans le deuxième cycle, non, le deuxième cercle naturel, il ne va pas y avoir d'impact négatif. Par contre, des ressources renouvelables ou recyclables peuvent toujours, elles ne vont pas durer éternellement, donc elles vont toujours avoir un impact à un certain moment. Ce qui peut être très utile normalement aussi d'une façon très intuitive, c'est d'utiliser des ressources qui soient locales, non? Parce que ça va réduire tous les coûts environnementaux liés au transport, etc. Et un concept central au niveau des matériaux et des ressources, c'est la monomatérialité. C'est-à-dire qu'un produit qui inclut un grand nombre de matériaux va être beaucoup plus difficile à recycler et, et à réutiliser, non? Et à intégrer dans le cycle. Pourquoi? Parce qu'on disait tout à l'heure que le problème, c'est le concept de déchet. Un déchet, au bout du compte, c'est un matériel qui n'a pas d'identité. Si je garantis qu'un matériel conserve son identité tout au long du cycle de vie du produit, je vais pouvoir le récupérer. Par contre, si je perds cette identité, il va se transformer en un déchet. C'est pourquoi si je mets plusieurs matériaux dans un produit, c'est beaucoup plus facile que ces matériaux vont se transformer dans des déchets, non? Ça va être plus difficile de conserver leur identité. C'est pour cela que l'idéal, ce serait d'avoir des produits qui soient monomatériels, non? Et idéalement renouvelables ou biodégradables et locaux. Dans la phase de production,
je peux essayer de simplifier et réduire les processus de production. Évidemment, adopter les procédés et les technologies qui soient les plus efficientes possibles, les plus avancées possibles à ce niveau-là, et qui me permettent de gérer de façon durable l'eau, l'air, les sols, etc. Et ce qui est tout ça, c'est très lié à ce que je vous disais tout à l'heure de l'éco-innovation au niveau des processus, non? Donc, augmenter l'efficience, non? À ce stade-là, ce que je vais essayer de faire, c'est de réduire au minimum les matériaux, réduire l'énergie que je suis en train d'utiliser ou utiliser de l'énergie renouvelable et réduire les déchets et les émissions, non? Ainsi que tout produit dangereux ou toxique. Au niveau de l'emballage et de la distribution, on va essayer de... Bon, l'idéal, ça serait d'éviter les emballages. C'est un des grands problèmes de nos systèmes économiques où on a un excès d'emballage, surtout plastique, pour des raisons évidentes de transport, de sécurité alimentaire, etc. Mais souvent aussi pour des raisons simplement de marketing qui sont complètement inutiles. Non? Donc, je vais avoir plusieurs couches d'emballage avec des matériaux différents, avec des objectifs de, simplement de publicité, hein, par exemple, souvent. Donc, on va essayer de les éviter ou au moins de les réduire et idéalement avoir des systèmes d'emballage consigné, non, où on va pouvoir euh, payer une somme, non, quand on reçoit une bouteille, par exemple, et retourner cet emballage ou qu'il soit réutilisable directement par les consommateurs ou qu'il soit biosourcé à nouveau pour garantir que cet emballage, s'il sort du cycle technique dans l'économie circulaire, non, la partie technique du système économique et il rentre dans les écosystèmes, qu'il puisse le faire sans avoir un impact négatif, non? Ce qui n'est pas le cas actuellement, non, où on a une quantité de plastique gigantesque qui s'accumule partout, surtout dans les océans, et qui est arrivé partout, non? On trouve des microplastiques dans le corps des êtres humains, dans tous les animaux, même s'ils sont complètement éloignés de nos systèmes, de nos sociétés. Donc, le plastique est arrivé partout. Après, au niveau de la phase d'utilisation et entretien, on va essayer de garantir que nos produits puissent durer le plus possible, donc qu'ils aient une qualité qui assure leur durabilité. Et on va essayer d'assurer aussi leur réparabilité, non? Si ils vont durer longtemps et s'il y a un problème, il faut que ça soit facile de pouvoir les réparer, non? On va assurer aussi l'efficience énergétique et matérielle lors de l'utilisation, non? Etc. Et c'est des éléments qui sont incorporés dans les nouvelles législations aussi qui arrivent. Et la réparabilité, par exemple, je suis en train de penser à un exemple en Suède, non, où ils ont approuvé euh, une loi qui euh, octroie des facilités fiscales, disons, aux activités de réparation. Ce qui fait que normalement, réparer un produit dans le marché économiquement n'est pas intéressant, non? C'est la réponse typique qu'on a quand on essaie de réparer un produit, non? Hein, c'est beaucoup plus facile si tu achètes un nouveau produit. Avec des systèmes fiscaux comme ceux qui sont approuvés en Suède, on va permettre que des activités de réparation émergent parce qu'elles vont pouvoir rentrer en concurrence avec les nouveaux produits qui sont offerts, non? Par exemple. Un concept qui est central dans la phase d'utilisation que je voulais partager, c'est celui de servitisation pour la valeur ajoutée au niveau environnemental et de durabilité qui va nous permettre d'inclure. Servitisation, ça veut dire transformer un produit en un service, non? Un peu avec le même exemple que je mentionnais tout à l'heure avec le passage de la voiture
individuel au covoiturage, on va identifier quel est le besoin des consommateurs, des citoyens, et au lieu de leur vendre un produit qui couvre ce besoin, on va leur vendre la fonctionnalité. C'est un modèle d'affaires qui est en train de croître de façon exponentielle au niveau global et qui est en train d'occuper un nombre croissant de secteurs, non? Même des secteurs qui étaient assez difficiles à imaginer dans un premier temps, non? Pourquoi c'est intéressant au niveau environnemental? Parce que si normalement, dans l'économie linéaire traditionnelle, les entreprises avaient un intérêt à vendre le plus grand nombre possible de produits au plus grand nombre possible de consommateurs. Et donc aussi, ils avaient un intérêt d'une certaine façon à que ces produits ne soient pas très, très durables. Non? On parle souvent d'obsolescence programmée. Les entreprises même se sont mis d'accord dans certains secteurs, hein, parfois, non, ça a été prouvé, pour garantir une durée de vie limitée à certains produits, pour assurer que leur vente ne diminue pas. Si on passe vers un modèle de servitisation, la logique, elle change complètement parce que l'entreprise qui est en train de vendre la fonctionnalité, elle retient la propriété de ce produit et donc elle va avoir l'intérêt opposé. Elle va avoir l'intérêt que ce produit dure le plus longtemps possible, soit réparable et, et, euh, et soit en fonctionnement le plus de temps possible. Évidemment aussi, l'impact environnemental est lié au fait qu'il y aura un plus grand nombre de personnes qui utilisent ce même produit. Non? Par exemple, si moi j'ai une perceuse électrique à la maison depuis plus de 25 ans, cette perceuse électrique au niveau environnemental était très très performante parce qu'elle a duré 25 ans, mais je l'aurais utilisée peut-être 3 heures sur 25 années. Donc, par contre, si une perceuse électrique peut rentrer dans une logique de modèle d'affaires de servitisation, elle serait utilisée toute la journée par des milliers de personnes, non, des centaines de personnes. Et donc, l'utilisation de ces ressources va être beaucoup, beaucoup plus intéressante au niveau environnemental. Finalement, si on arrive à l'étape du cycle de vie de fin de vie, non, quand les produits ne, ont terminé de couvrir leur fonction. Ici, on va mettre l'accent sur évidemment le recyclage. Ce qu'on disait tout à l'heure, si les produits ont été destinés en incorporant des matériaux recyclés et surtout pour être recyclés, donc assurer l'identité de toutes tous les matériaux qui sont inclus dans les produits, pouvoir bien les identifier avec des systèmes d'étiquette- d'étiquetage, etc. Et, et donc, assurer que ces produits, quand ils arrivent en fin de vie, tous les matériaux soient inclus à nouveau dans le premier cercle technique, disons, des systèmes économiques. Et pour le deuxième cercle des systèmes naturels, disons, évidemment, la priorité devrait être donnée à incorporer des matériaux et des ressources qui soient biodégradables. Non? Si on n'arrive pas à retenir ces matériaux et ces ressources dans le cycle technique, dans le cycle naturel, ils vont pouvoir être absorbés par les écosystèmes sans avoir un coût environnemental et un impact négatif sur ces écosystèmes. Et, je vais passer directement à quelques dernières présentations sur, donc, de notre point de vue, quand on travaille avec les entrepreneurs et les entreprises, on essaye de résumer un peu tout ce qui a été dit avec des stratégies d'économie circulaire, donc des stratégies de modèles d'entreprise qui soient circulaires en assurant cette combinaison entre la logique d'éco-innovation et les outils d'éco-conception et les stratégies qui sont associées à chaque stade de vie. On fait référence à 5 grands modèles d'entreprise circulaires
on les a numérotés de 1 à 5 dans le sens que le numéro 1 serait le moins ambitieux au niveau environnemental et le numéro 5 serait celui qui a le plus de valeur ajoutée au niveau de la durabilité et de la transition vers des modèles économiques d'économie circulaire. Non? Le premier modèle d'affaires, la grande famille de modèles d'affaires d'économie circulaire, serait simplement prévenir la pollution et économiser les ressources. Non? Ici, on est en plein dans la partie des matériaux, de la production et de la distribution. Non? Donc, de pouvoir utiliser des matériaux, comme on l'a dit, qui soient renouvelables, recyclables, etc., etc. Réduire au maximum la production de déchets dans ces phases et aussi des émissions, et évidemment, de tout type de pollution et d'émissions au niveau de l'air, de l'eau, du sol, etc. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, donc ici, on serait dans une logique d'augmentation de l'efficience. Non? Donc, avec ces limitations, parce que comme on l'a vu, on va avoir des contributions environnementales qui sont pas si ambitieuses comme le demande la gravité des défis environnementaux que l'on est en train de vivre. Non? Mais ici, on serait dans le domaine de l'efficience. Donc, avoir des modèles d'affaires qui soient centrés sur la réduction des matériaux, la réduction de l'énergie utilisée, l'utilisation de matériaux énergie renouvelables et l'élimination idéalement des déchets et de la pollution. Ici, ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'il y a une absence de l'entreprise dans tout ce qui est l'après-vente du produit. Non? Moi, je vais essayer d'avoir un produit qui minimise les ressources, qui intègre des ressources renouvelables, etc. Mais ce qui se passe avec le produit une fois que je l'ai vendu va au-delà de la responsabilité de mon entreprise. Un deuxième niveau, une deuxième famille de modèles d'affaires circulaires qui est un peu plus ambitieuse au niveau environnemental va se donner surtout dans les cycles de vie de fin de vie et évidemment aussi des matériaux et des ressources qu'on va choisir. C'est récupérer les ressources. Non? Donc, tous les modèles d'affaires qui sont centrés sur assurer que mon produit peut être démonté, peut être recyclé, des modèles d'affaires centrés sur la collecte des déchets, des modèles d'affaires centrés sur le recyclage des déchets, etc., etc. Non? Donc, ici, aussi la responsabilité de son entreprise, elle va s'amplifier un peu parce que il y a une responsabilité sur les matériaux après la vente. Non? Si par exemple, moi, j'ai conçu un produit en assurant qu'il ait des matériaux recyclables, qui soient correctement identifiés et qui puissent être récupérés à la fin de son cycle de vie et réintégrés au cycle productif. Si vous permettez, Oui, bien sûr. vous avez dépassé le temps fourni. D'accord. Est-ce que vous pouvez raccourcir un peu pour qu'on laisse. On est déjà ici presque 18 heures. Nos participants ils sont un peu fatigués. Je vous prie de raccourcir un peu parce qu'on a toujours un autre intervenant qui attend sur place. D'accord. Oui, parfait. Merci. Donc là, Merci. oui, je termine en 2 minutes. Oui, OK. La Après, vous troisième pouvez famille de Oui, je transmettre termine tout de votre suite. présentation. Oui, oui. La troisième famille de modèles d'affaires circulaires, c'est, comme on l'a dit, la prolongation de l'utilisation des ressources. Non? Je vais essayer de ne pas arriver à la fin de vie d'un produit, mais d'assurer que ces ressources soient utilisées le plus longtemps possible. Non? Donc, avec des systèmes de réutilisation, etc. Ici, on assume la responsabilité comme entreprise sur la performance des produits après la vente. Encore mieux qu'assurer la durabilité des ressources, non? Qu'elles soient
qu'elle soit utilisée le plus longtemps possible, c'est augmenter en parallèle aussi le taux d'utilisation des ressources, non? Ce qui est lié avec ce que j'expliquais tout à l'heure de la servitisation. Je vais essayer d'avoir un produit qui est durable, qui dure le plus longtemps possible, mais aussi je vais l'offrir avec un modèle d'affaires de servitisation. Donc, les clients vont se fixer sur la fonctionnalité et pas sur l'achat du produit. Et ici, on assume non seulement la performance du produit après-vente, mais la propriété sur le produit, non? Ce qui va nous garantir que l'entreprise, elle va tout faire pour assurer que ce produit dure le plus longtemps possible et soit durable. Et finalement, disons, l'utopie d'un modèle d'affaires parfaitement circulaire va dépendre complètement sur des approvisionnements de matériaux et ressources, non, d'énergie complètement renouvelable, non, en fermant les deux cycles, le cycle technique de production, en récupérant tous les matériaux et en garantissant que l'autre cycle naturel des écosystèmes puisse fonctionner d'une façon sans être dérangé, disons, par les impacts négatifs de notre activité. Non, c'est un peu l'utopie, disons, des modèles d'affaires circulaires. Et voilà, donc je peux terminer sur ça. Et si vous avez quelques commentaires. Non. Je vous remercie, M. Mosangini, mais je vous demande de rester avec nous. Peut-être qu'il y aura quelques questions à la fin, après la présentation du prochain intervenant. Est-ce que vous pouvez rester encore un peu en ligne avec nous? Je peux rester une vingtaine de minutes parce qu'on avait déjà pris beaucoup de retard. C'est juste ça. C'est juste, Poser exactement. des questions. Ouais, sinon on peut Ah, répondre à les questions. Hein. Sinon, je demande directement à nos amis journalistes si quelqu'un a une question ou il veut avoir une explication par rapport à la présentation. Ah oui, merci, encore mieux. Des questions? Akram, peut-être vous avez une question. Ouais, une question? Nous avons quelqu'un? Merci pour tous ces éclaircissements. Ma question concernant l'empreinte carbone des produits, est-ce qu'elle peut être une solution aussi efficace? Ah oui, merci beaucoup. Oui, l'empreinte carbone, c'est, disons, dans le panorama général d'une analyse de cycle de vie, c'est quelque chose de plus spécifique. Ce qu'on va faire, c'est se centrer sur tous les gaz non, toutes les émissions à effet de serre et voir dans tout le cycle de vie quelles sont les émissions liées à un produit spécifique, ce qui va nous donner une empreinte carbone donc, du produit. Et on va savoir toutes les émissions qui sont attribuées à ce produit au long du cycle de vie. Non? Donc, disons que l'éco-conception dans l'analyse du cycle de vie, c'est la façon dont je vais pouvoir faire une empreinte carbone, qui est quelque chose de plus technique, plus spécifique. Donc, je vais faire une analyse du cycle de vie du produit pour identifier toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie et pouvoir les quantifier et avoir une quantité équivalente de kilos de CO2, non? Parce que ça peut être d'autres gaz pour un produit spécifique. Pour partager la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Tout à l'heure, vous avez parlé des entreprises durables. Est-ce qu'il y en a un statut juridique qui identifie ces entreprises, donc entreprises durables ou bien des entreprises format économie circulaire? Merci. Oui, c'est quelque chose de très complexe et qui est tout à fait nécessaire. C'est très, très compliqué, ça change d'un pays à un autre. Normalement, il n'y a pratiquement aucun exemple de législation qui se centre sur les entreprises durables au niveau environnemental. Il y a beaucoup d'exemples
qui commence à avancer sur la partie plus d'économie d'entreprise sociale, non? Avec une valeur ajoutée au niveau social. Ce qui est en train de bouger beaucoup, c'est avec la législation européenne. Tous les paquets de régulation qui ont été approuvés au cours de la législation antérieure vont devoir se concrétiser maintenant, non? Il y a beaucoup de directives qui vont devoir être appliquées dans tous les pays européens. Et après, par la suite aussi, la législation européenne, elle a des effets sur des pays tiers, parce que les entreprises, pour accéder, par exemple, au marché européen, vont devoir obéir aussi à ces régulations. Là, on va trouver des éléments qui vont pas définir ce qu'est une entreprise durable, mais il y a des régulations qui vont demander à toutes les entreprises de suivre certaines régulations. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, l'application de l'éco-conception, ou comme disait un monsieur, l'empreinte carbone. Il y a des régulations qui vont nous dire, par exemple, qu'une entreprise ne peut pas dire qu'elle a un effet sur la réduction des émissions à effet de serre sans avoir élaboré un bilan carbone qui soit conforme aux normes. Donc, il y a certains éléments législatifs liés au greenwashing, à devoir implémenter différents éléments de l'éco-conception que je mentionnais. Non? Par exemple, d'ici quelques années, ça sera illégal d'exporter en dehors de l'Union européenne des déchets textiles, ce qui va changer la façon de procéder de toutes les entreprises, non? Parce que c'est l'ambition aussi, c'est pas tellement de dire, bon, une entreprise durable, c'est une entreprise qui est différente aux autres, sinon qu'on doit réussir à assurer que toutes les entreprises changent leurs pratiques pour être durables, hein. Sinon on est voué à la catastrophe écologique, non? C'est plus cette ambition, dire on va avoir des instruments législatifs et régulateurs qui vont obliger à toutes les entreprises à avoir non, des standards minimums au niveau environnemental. Encore deux questions, vite fait. Bonjour. Pensez-vous que les startups peuvent jouer un rôle important dans la transition vers l'économie circulaire? Oui, pour nous, les nouvelles entreprises et les startups sont l'acteur essentiel. C'est pour ça, par exemple, que dans nos programmes d'appui, on se centre surtout sur les entrepreneurs et les nouvelles entreprises, les startups. Pourquoi? Parce que pour une entreprise existante, c'est très difficile d'aller au-delà de l'éco-innovation au niveau des processus. Normalement, une entreprise existante, ce qu'elle va faire, c'est augmenter son efficience. Donc, réduire les matériaux, réduire l'énergie, réduire les déchets, réduire les émissions. Mais c'est très difficile pour une entreprise existante de révolutionner complètement son modèle d'affaires. Donc, être plus ambitieux au niveau des modèles d'affaires, c'est quelque chose qui est plus facile à faire pour une nouvelle entreprise, pour une start-up, parce qu'elle va pouvoir développer un modèle d'affaires qui, depuis le début, va intégrer des objectifs écologiques et sociaux et pas seulement des objectifs économiques, et construire tout son modèle d'affaires et assurer qu'il soit viable économiquement, mais avec cette ambition environnementale, non, qui puisse apporter une innovation, éco-innovation au niveau des produits, éco-innovation au niveau des systèmes. C'est justement les nouvelles entreprises et les startups qui peuvent faire ça et transformer leur chaîne de valeur et les modes de consommation. Oui, bonjour. S'il vous plaît, ma question porte, puisque cet atelier est dédié à l'initiation des journalistes sur la question de l'économie circulaire. Je voudrais savoir, selon vous, en tant qu'expert, comment vous voyez ce rôle, comment ils peuvent s'acquitter de leur noble mission au service pour réussir à un passage assuré vers une économie circulaire. Merci. Bon, c'est pas mon domaine, donc je doute que je puisse vous
donner des conseils à ce niveau-là, mais actuellement, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment des ressources infinies, non? Sur Internet, etc., pour pouvoir comprendre ces concepts et les enjeux et pouvoir se maintenir informé. Sur les réseaux sociaux, non, il y a beaucoup d'organisations, de personnes qui sont centrées sur ces éléments. Donc, peut-être vous pouvez suivre, non, des bonnes pratiques de communication qui se centrent sur ces contenus et pouvoir voir aussi dans d'autres pays comment des journalistes qui se sont spécialisés sur ces questions réussissent à traduire des réalités aussi qui sont très complexes, non, au niveau académique ou législatif pour le grand public. Merci beaucoup, Monsieur Mouzzangini, pour votre temps. Je passe maintenant Merci à au vous, au prochain revoir, merci beaucoup. intervenant.